Bonjour, aujourd'hui on va explorer comment deux règnes majeurs, ceux de Louis XIV et Louis XV, ont en quelque sorte préparé le terrain pour la Révolution. Les documents que BRMX nous ont fournis jettent une lumière assez fascinante là-dessus. C'est un paradoxe, non? Une époque vue comme grandiose, mais qui portait déjà en elle les germes de l'effondrement. L'idée, c'est d'identifier les facteurs clés. L'argent, les guerres, les réformes qui n'aboutissent pas, les inégalités. Bon, allons-y, regardons ça de plus près. Oui, c'est un point essentiel. La Révolution, ce n'est pas juste une explosion soudaine en 1789. Ça s'inscrit dans un temps long, un affaiblissement progressif. Et ces documents montrent bien comment les choix politiques économiques sous ces deux rois, même avec tout le faste de Versailles, comment tout ça a miné les bases de la monarchie. Comprendre cet enchaînement, c'est vraiment crucial. Alors, commençons par Louis XIV, le roi soleil. L'image même de l'absolutisme, n'est-ce pas? Il concentre le pouvoir, il attire la noblesse à Versailles pour mieux la contrôler. Ce château, c'est d'une vitrine incroyable. Mais les chiffres dans nos sources, ça donne le vertige. Le coût de la galerie des glaces seule, par exemple. Ah oui, c'est énorme. Et cette vitrine, elle est financée comment ? À crédit et avec une pression fiscale qui augmente sans cesse sur le peuple. C'est un aspect que les analyses économiques de l'époque, qu'on retrouve dans nos documents, soulignent bien. Les guerres surtout, elles sont quasi permanentes. La guerre de succession d'Espagne, par exemple, elle laisse une dette abyssale. Et ce qui est fascinant ici, c'est que cette dette, c'est pas juste un chiffre sur un papier. Ça devient un boulet, un vrai fardeau structurel pour tout le siècle qui suit. Oui. Et puis il y a cette décision très lourde de conséquences. La révocation de l'édit de Nantes en 1685. Un des rapports qu'on a consultés estime le départ des Huguenots à près de 200 000 personnes. Souvent des artisans, des négociants, des financiers, des gens très qualifiés. Ça affaiblit durablement certains secteurs économiques, quand même. Absolument. Donc, à la mort de Louis XIV, on a un royaume puissant en apparence, oui, redouté en Europe, avec une autorité royale forte, mais en coulisses, un État financièrement exsangue et des déséquilibres économiques déjà bien présents et préoccupants. Et cet héritage financier, déjà si lourd, va évidemment peser sur tout le règne de Louis XV. Un roi qu'on décrit souvent comme plus effacé, peut-être moins passionné par les affaires de l'État, et où l'influence des clans à la cour semble plus forte d'après certains témoignages qu'on a pu lire. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Exactement. Et c'est sous son règne que l'incapacité à réformer devient criante. Il y a eu des tentatives, hein. Des ministres comme Turgot ou Maupoux avant lui ont essayé d'introduire des réformes, notamment fiscales. L'idée était de faire payer un peu tout le monde, y compris les ordres privilégiés. Mais à chaque fois, ça a bloqué. L'opposition de la noblesse, du clergé, très bien organisée via les parlements. Ces cours de justice qui refusaient toute remise en cause de leurs avantages. C'était un mur. Et comme si ça ne suffisait pas, arrive la guerre de 7 ans, entre 1756 et 1763. Une vraie catastrophe. Défaite militaire, perte de colonies immenses. Le Canada, des comptoirs en Inde. Les sources détaillent bien l'impact sur les finances de l'État. Ça creuse encore le déficit alors que la situation était déjà critique. Les conséquences ne sont pas que financières. Ce qui ressort vraiment des écrits de l'époque, c'est une perte de confiance, une érosion de la confiance envers la monarchie. Peut-être pas encore une attaque directe contre le roi lui-même, mais un sentiment d'injustice qui monte face à un système fiscal qui pèse lourdement sur le tiers-État et épargne les autres, et l'impression d'un pouvoir incapable d'agir pour le bien commun. Cela soulève une question importante sur la légitimité même du pouvoir royal, finalement. On se rapproche dangereusement de 1789. Le tableau final est assez sombre. Un État au bord de la faillite, des impôts jugés insupportables, des crises agricoles à répétition qui font flamber le prix du pain, et ça c'est vital pour les gens, et des tensions sociales qui sont vraiment exacerbées. Et dans ce climat tendu, les idées des Lumières, la critique de l'absolutisme, l'appel à la raison, à l'égalité, la liberté trouvent un écho énorme. Voltaire, Rousseau, Montesquieu, les documents montrent bien comment ces idées circulent. Surtout dans la bourgeoisie, qui est éduquée, économiquement dynamique, mais frustrée de ne pas avoir de pouvoir politique. Et même chez une partie de la noblesse, d'ailleurs. Si on relie ça à la vue d'ensemble, on voit que tout converge. Oui, et l'image même de la monarchie se dégrade fortement.
L'affaire du collier de la reine, même si c'est sous Louis XVI, c'est un peu le symbole de ça, non? Peu importe la vérité, ça a été perçu comme le signe d'une cour complètement déconnectée, frivole, dépensière. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Bon, si on résume, la gestion financière risquée, le coût énorme des guerres, cette incapacité chronique à réformer face aux privilégiés, et puis les inégalités qui se creusent sous Louis XIV et surtout sous Louis XV, tout ça a fragilisé la monarchie jusqu'à un point de rupture. Ça n'a vraiment pavé la voie à la Révolution. C'est indéniable. Par leurs actions, mais aussi par leur inaction face au blocage, ces deux règnes ont contribué, involontairement bien sûr, mais de façon déterminante, à rendre l'Ancien Régime, intenable. Et peut-être une dernière pensée pour la réflexion. Au-delà des chiffres, des batailles, des édits, quelle part a joué, dans la rupture finale de 1789, ce sentiment de plus en plus répandu d'une élite totalement indifférente aux difficultés quotidiennes du peuple? C'est une question qui reste ouverte.